Le lendemain de funérailles a toujours quelque chose d'incongru, comme si le monde devait s'arrêter, rester immobile au moins une journée. Mais non, le soleil s'est levé sur Villeneuve comme d'habitude. Une lumière crue filtrait à travers les fins rideaux de la chambre d'amis. Ma chambre d'amis, dans mon ancienne maison. J'étais assise au bord du lit, serrant une photo usée d'Olivier prise vers ses 15 ans. Un garçon souriant, les cheveux en bataille et les genoux couverts d'égratignures à force de tomber de vélo. Mon fils. Maintenant, il n'est plus là. 42 ans. Trop tôt pour un anévrisme. Le médecin a dit que ça arrivait. Imprévisible. Comme si ça pouvait me consoler. J'ai entendu un bruit de vaisselle en bas. Élodie préparait le petit déjeuner, probablement juste pour elle. Depuis la mort d'Olivier, elle avait cessé de m'inviter à table. C'était comme si sa mort l'avait libérée de toute obligation de maintenir les apparences. Hier, à l'enterrement, elle était restée près de moi. Elle acceptait les condoléances avec un visage attristé. Parfois même, elle me prenait le bras, jouant le rôle de la belle-fille attentionnée. Mais je voyais son expression changer quand elle pensait que personne ne la regardait. Du soulagement, de l'impatience, des calculs. J'ai délicatement posé la photo sur la table de chevet et me suis levée lentement. Mes articulations protestaient après une journée passée debout. À 68 ans, on ne reste pas des heures debout sans conséquence. La robe de chambre était suspendue à un crochet près de la porte, la seule qui m'ait été attribuée dans cette pièce. La chambre où Olivier gardait autrefois ses trophées sportifs et sa collection de timbres. C'était devenu la mienne il y a 2 ans, quand j'avais emménagé ici après la mort d'Étienne. Enfilant ma robe de chambre, je me suis approchée de la fenêtre. Elle donnait sur le jardin et les parterres de fleurs que j'avais plantés il y a 30 ans. Je les renouvelais chaque printemps avec des tulipes et des jonquilles, et en été avec des pétunias et des œillets d'Inde. Étienne disait toujours en plaisantant que je pourrais faire fleurir même un bâton. Maintenant, les parterres étaient envahis par les mauvaises herbes. Élodie ne s'intéressait pas aux fleurs. Une perte de temps, disait-elle. Quand Étienne et moi avons construit cette maison, j'étais sûre d'y passer le reste de ma vie. Nous avions tout planifié, discuté chaque détail, choisi les matériaux. C'était notre projet, notre avenir. Je n'aurais jamais pensé m'y sentir un jour comme une étrangère. Le bruit de pas dans l'escalier m'a fait m'éloigner de la fenêtre. Je me suis vite assise dans le fauteuil usé et j'ai pris un livre, faisant semblant de lire. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. « Tu ne descends pas », a dit Élodie. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Je n'ai pas faim », ai-je répondu sans lever les yeux du livre. « Il faut qu'on parle, Solange. » Elle s'est appuyée contre le chambranle, les bras croisés. J'ai levé lentement les yeux. Élodie avait l'air aussi maîtresse d'elle-même que d'habitude. Cheveux sombres impeccablement coiffés, maquillage discret cachant les signes de fatigue. La robe noire de l'enterrement avait été remplacée par un tailleur bleu marine strict. Une tenue de travail. Elle allait au bureau comme si la mort de son mari n'était qu'un léger contretemps dans son emploi du temps. « À quel sujet ?» ai-je demandé en fermant le livre. « De tes projets », a-t-elle dit sur le ton professionnel qu'elle utilisait pour discuter de la valeur des biens immobiliers avec ses clients. « Ce n'est pas le moment idéal. Mais il faut être pragmatique. » Je sentis l'anxiété monter en moi. Quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle évitait mon regard, annonçait une tempête imminente. « Mes projets ?» ai-je répété. « Oui », Élodie tapota nerveusement le chambranle de la porte. « J'ai pensé que le mieux pour toi serait d'aller en maison de retraite. Il y en a une très bien dans le nord de la ville, avec toutes les commodités. J'ai déjà pris des renseignements. » La pièce sembla vaciller autour de moi. Elle avait planifié ça alors que le corps de son mari, mon fils, était encore en terre. Je n'avais pas pensé à déménager, ai-je balbutié, essayant d'encaisser le choc. Bien sûr que non, dit-elle d'un ton condescendant. C'est pour ça que je m'en suis chargée. Il y a trop d'escaliers pour quelqu'un de ton âge. Elle fit une pause, choisissant ses mots. Et puis, je compte vendre la maison. Le marché est bon en ce moment, a-t-elle dit simplement. Je pourrais en obtenir une belle somme et déménager à Bellerive. Bellerive était un quartier chic de Villeneuve, un endroit où vivaient les médecins, les avocats et les hommes d'affaires prospères, pas les facteurs comme Olivier ou les expertes immobilières comme Élodie. Elle avait toujours cherché à paraître plus riche qu'elle ne l'était. Mais c'est, ai-je bégayé, cherchant mes mots. C'est notre maison. C'est là qu'Olivier a grandi. C'était votre maison, m'a-t-elle corrigé. Tu l'as donnée à Olivier.
Tu te souviens? Et maintenant, c'est la mienne. Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Il y a 2 ans, après la mort d'Étienne, j'avais en effet signé l'acte de donation de la maison à Olivier. Ça semblait la bonne chose à faire à l'époque. J'étais anéantie par le chagrin, terrifiée à l'idée de vivre seule, et Olivier m'avait proposé d'emménager avec eux. On s'occupera de toi, maman, avait-il dit. J'avais accepté, pensant que je vivrais avec ma famille, entourée de soins et d'amour. La réalité s'est avérée différente. Peu après mon emménagement, j'ai compris qu'Élodie ne me voyait que comme un fardeau. Une babysitter gratuite pour leur fille Céline quand ça l'arrangeait, et invisible le reste du temps. Je me souviens, ai-je dit doucement. Mais je ne pensais pas que tu me mettrais à la rue. Élodie a eu un sourire crispé. Je n'allais pas le faire. Pas tant qu'Olivier était en vie. Il ne l'aurait pas permis. Mais maintenant, il faut être réaliste. Je ne peux pas entretenir cette maison seule. Et franchement, je n'ai pas envie de vivre ici. Trop de souvenirs. L'hypocrisie de ces mots me brûlait. Elle n'avait jamais apprécié cette maison. Jamais traitée comme un lieu chargé d'histoire et d'amour. Pour elle, ce n'était qu'un bien immobilier, un actif. Je peux aider pour les frais, ai-je proposé. J'ai une pension de retraite. Ce n'est pas suffisant, m'a-t-elle coupé. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. J'ai besoin de tourner la page. De commencer une nouvelle vie. Astérisque sans moi astérisque, le mot non dit flottait dans l'air. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Une semaine plus tôt, Olivier était encore en vie. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble dans la cuisine pendant qu'Élodie se préparait pour le travail. Il plaisantait sur sa nouvelle tournée de facteur, parlait des chiens qu'il accueillait dans différentes rues. J'aidais Céline à faire ses devoirs d'histoire. Tout semblait normal. Je ne peux pas déménager tout de suite, ai-je dit, sentant ma voix trembler. J'ai besoin de temps. Bien sûr, a acquiescé Élodie avec une fausse sympathie. Tu as 1 semaine. 1 semaine, ai-je demandé, n'en croyant pas mes oreilles. Mais c'est impossible. Où irai-je? Je dois trouver un logement. Organiser le déménagement. Tu n'as besoin que de tes effets personnels à la maison de retraite, a haussé Élodie les épaules. Il y a des meubles là-bas. Tout ce qui ne rentre pas peut être vendu ou donné à des œuvres de charité. J'ai senti la colère monter en moi, un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Comment osait-elle me traiter comme un vieux meuble dont il fallait se débarrasser? C'est moi qui ai construit cette maison, ma voix s'est durcie. Étienne et moi avons choisi chaque détail. Pendant 30 ans, j'y ai mis mon cœur et mon âme. Tu ne peux pas simplement. Je peux, m'a-t-elle interrompu. Légalement, la maison m'appartient. C'est toi qui l'as voulu, Solange. Sa voix est devenue plus froide. Et pour être tout à fait honnête, tu es un fardeau pour notre famille depuis assez longtemps. Olivier était trop gentil pour te le dire, mais pas moi. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un fardeau. C'est ce que j'avais été pour elle pendant tout ce temps. Je n'ai jamais voulu être un fardeau, ai-je murmuré. Je pensais t'aider, avec Céline, avec les tâches ménagères. Aider? A ricané Élodie. Tu cuisines des plats que personne ne veut manger. Ton aide pour les devoirs ne fait qu'embrouiller Céline. Tu passes ton temps à réarranger mes affaires en prétendant mettre de l'ordre. Et tes fleurs partout. Je suis allergique, je te l'ai dit 100 fois. Chaque mot était comme un coup de fouet. J'essayais d'aider, mais je ne faisais que créer des problèmes. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais vraiment un fardeau. Oui, je suis désolée, ai-je dit, sentant les larmes monter. Ça n'a plus d'importance, Élodie a regardé sa montre. Je dois aller travailler. J'ai 2 expertises aujourd'hui et une réunion avec un acheteur potentiel. Je rentrerai tard, alors ne m'attends pas pour le dîner. Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée sur le seuil. Et Solange, a-t-elle ajouté par-dessus son épaule. Ne parle pas du déménagement à Céline. Je lui expliquerai moi-même le moment venu. Sur ces mots, elle est partie, me laissant seule dans une pièce qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Je suis restée assise, immobile, écoutant ses pas dans l'escalier, la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, le moteur de sa voiture démarrer. Ce n'est que lorsque le bruit de la voiture s'est estompé que je me suis permis de pleurer. Pas de ressentiment, même si les mots d'Élodie m'avaient profondément blessée. Je pleurais sur ma propre naïveté. Comment avais-je pu ne pas voir ce qui se passait?
Comment avais-je pu renoncer volontairement à ma maison, en me fiant à une promesse de soins? Les souvenirs affluaient. Me voici, franchissant le seuil de cette maison pour la première fois. Une jeune femme avec le petit Olivier dans les bras et Carole en route. Étienne souriant, fier de notre nouveau foyer. Nous voici plantant les premiers arbres dans le jardin, un érable et un pommier. Voici Guy faisant ses premiers pas dans le salon, et nous applaudissant tous, riant de son air surpris. Et puis des souvenirs plus récents. Élodie retirant systématiquement mes photos des murs pour les remplacer par les siennes. Mes livres de cuisine déplacés de l'étagère de la cuisine vers une boîte à la cave parce qu'ils font désordre. Ma collection de figurines en porcelaine emballée est reléguée au fond du garage parce qu'elles prennent la poussière. Je me souvenais comment j'avais été progressivement évincée des espaces communs de la maison. D'abord poliment. Solange, ça ne te dérange pas de regarder la télé dans ta chambre? Olivier et moi voulons être seuls. Puis, moins poliment, tes livres prennent trop de place dans le salon. Et enfin, de simples faits établis. Ce n'est plus ta cuisine, Solange. Tu ne cuisines pas comme notre famille aime. Astérisque notre famille astérisque. Comme si je n'en faisais pas partie. Olivier voyait tout ça mais préférait ne pas intervenir. Maman, tu sais comment elle est. Ignore-la, disait-il quand j'essayais de me plaindre. Mon fils si doux, qui fuyait les conflits. Il m'aimait, je le sais. Mais il aimait aussi une vie tranquille. Et affronter Élodie signifiait vivre dans une tempête constante. Je me suis levée lentement du fauteuil et je me suis dirigée vers la petite commode où je gardais mes affaires. J'ai ouvert le tiroir du haut et j'en ai sorti un album photo. L'un des rares à être resté avec moi au lieu d'aller à la cave. En feuilletant les pages, je me suis arrêtée sur la photo prise le jour où Étienne et moi avions signé l'acte de propriété de la maison. Nous étions debout devant le porche, encore non peint, tenant les clés et souriant comme des enfants. C'était notre endroit, notre sanctuaire, et je l'avais volontairement abandonné, par peur d'être seule, par désir d'être proche de ma famille. L'ironie, c'est que j'étais toujours seule ici, peut-être même plus seule que si j'étais restée chez moi. Au moins, là-bas, j'aurais pu garder ma dignité. J'ai fermé l'album et l'ai remis dans le tiroir. Je suis allée à la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Le pommier que nous avions planté avec Étienne était toujours là, étalé et fort. Il nous survivra à tous, ai-je pensé avec un sourire amer. Une semaine. J'avais une semaine pour ramasser les morceaux de ma vie et trouver un nouvel endroit. À 68 ans, avec une petite retraite et le cœur brisé. Tu as une semaine pour déménager. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui sommeillait depuis longtemps, endormi par le désir de plaire et de ne pas causer de problème, a commencé à se réveiller. Je me suis souvenu de qui j'étais avant d'être Mamie Solange, avant de devenir un meuble pratique dans la maison de quelqu'un d'autre. J'étais archiviste au service du cadastre. Une personne qui savait comment fonctionnaient les papiers et les lois. Une personne qui avait toujours un plan de secours. Et soudain, je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'Élodie ne savait pas. Quelque chose que même moi, j'avais oublié dans mon chagrin et ma confusion. Une clause dans l'acte de donation. Une petite police d'assurance que j'avais incluse sur les conseils de Zora, ma collègue aux archives. Juste au cas où, avait-elle dit à l'époque, on ne sait jamais comment la vie peut tourner. Comme elle avait raison. J'ai pris mon sac, sorti mon téléphone et trouvé le numéro de Zora. Il était temps de me rappeler qui j'étais vraiment. Je suis Solange Travers, et ceci est ma maison. Astérisque 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 le service du cadastre et des archives foncières de Villeneuve était installé dans un vieil immeuble en briques près du centre-ville. C'était autrefois une banque, comme le rappelaient les hauts plafonds et les colonnes massives du hall d'entrée. Je n'y avais pas mis les pieds depuis près de 8 ans, depuis ma retraite, mais franchir le seuil me donnait l'impression de n'être jamais parti. La même odeur de vieux papier et de poussière. Les mêmes parquets qui craquent. Même l'horloge au mur, grande et ronde avec des chiffres romains, semblait indiquer la même heure que lors de mon dernier jour de travail. J'ai nerveusement ajusté mon tailleur gris, la seule tenue formelle que j'avais gardée. Il était suspendu au fond de mon armoire, attendant une occasion spéciale, comme aujourd'hui. La jeune femme à l'accueil a levé les yeux quand je me suis approchée. Son visage ne m'était pas familier. « Que puis-je faire pour vous ?» a-t-elle demandé avec un sourire poli. « J'aimerais voir Zora Wilmont, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Travaille-t-elle toujours ici ? Madame Wilmont ? Oui, bien sûr. Avez-vous rendez-vous ?
Non, mais J'ai hésité. Je suis Solange Travers. Je travaillais ici avant ma retraite. Zora et moi étions collègues. Les yeux de la jeune fille se sont écarquillés de reconnaissance. Oh, Madame Travers. Zora parle souvent de vous. Attendez une minute, je vais l'appeler. Elle a pris le téléphone, et j'ai ressenti une étrange chaleur à l'idée que Zora se souvenait encore de moi. Nous avions été non seulement des collègues, mais des amis proches. La vie nous avait éloignés. D'abord ma retraite, puis la maladie d'Étienne qui nécessitait des soins constants, puis le déménagement chez Olivier et Élodie. Nos déjeuners réguliers s'étaient transformés en appels téléphoniques occasionnels, puis ceux-ci avaient disparu. Elle descend tout de suite, a dit la jeune fille en raccrochant. Asseyez-vous, je vous prie. Je me suis installée sur une chaise dure dans la salle d'attente, regardant le hall. Les archives s'étaient modernisées. Il y avait des ordinateurs sur les bureaux, des tableaux électroniques avec des numéros de file d'attente, des caméras de surveillance dans les coins, mais l'essence du lieu restait la même. Ici se trouvait l'histoire de la propriété de tout un département, consignée dans des actes, des titres et des testaments. Pendant 25 ans, j'ai travaillé au milieu de ces documents. D'abord comme simple archiviste, puis comme chef de service adjointe au cadastre. Je connaissais chaque recoin de ce bâtiment, chaque particularité de la législation immobilière locale. Les gens venaient me demander conseil, respecter mon opinion, apprécier mon expérience. Et maintenant, j'étais assise là, nerveuse et incertaine, attendant de l'aide pour une affaire que j'aurais autrefois résolue en quelques minutes. Solange Travers, je n'en crois pas mes yeux. J'ai levé les yeux et j'ai vu Aura descendre le large escalier. Elle n'avait pas beaucoup changé au fil des ans. Les mêmes cheveux roux, maintenant parsemés de gris, rassemblés en un chignon pratique, le même collier de perles vives sur son chemisier, la même démarche énergique. Je me suis levée pour aller à sa rencontre et nous nous sommes étreintes. Zora, ça me fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi, ma chère. Elle s'est reculée, me scrutant. Tu es magnifique. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ta venue? J'aurais pris du temps. C'était une décision spontanée, ai-je dit, ne voulant pas entrer dans les détails devant des étrangers. Zora a hoché la tête, compréhensive. Allons dans mon bureau. On pourra y parler tranquillement. Je l'ai suivie à l'étage, passant devant des couloirs familiers bordés de rangées de classeurs remplis de dossiers et de boîtes. Au premier étage se trouvaient les bureaux du personnel. Le bureau de Zora était le même que celui où j'avais travaillé, une grande pièce avec des fenêtres donnant sur la place du centre-ville de Villeneuve. « On t'a promu chef de service ?» ai-je demandé, remarquant la plaque sur la porte. Il y a 2 ans, quand Ferguson a enfin pris sa retraite, a souri Aura en me montrant le fauteuil visiteur. Il s'est accroché à ce poste un bon moment. « Tu mérites cette promotion », ai-je dit sincèrement en m'asseyant. « J'ai toujours su que tu occuperais ce bureau un jour. Pour moi, ce sera toujours le bureau de Solange. » Zora s'est assise à sa table et m'a regardé attentivement. « Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? La dernière fois que je t'ai vue, c'était à l'enterrement d'Étienne. » « Oui, » ai-je hoché la tête. « Il y a trop longtemps. Je t'ai appelé plusieurs fois après, mais ta belle-fille disait que tu étais occupée ou absente. » J'ai pincé les lèvres. Élodie ne m'avait jamais transmis les appels de Zora. Une autre petite cruauté que je n'avais pas remarquée à l'époque. « Olivier est mort », ai-je dit doucement. « Il y a 1 semaine, un anévrisme. » Le visage de Zora a changé, empli d'une sympathie sincère. « Oh, Solange, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. C'était un si bon garçon. » « Oui, c'était un ange. » J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Et maintenant, Élodie veut me mettre à la porte. Je lui ai brièvement raconté la conversation de la veille, l'ultimatum, les projets d'Élodie de vendre la maison et de déménager. Cette femme a toujours été froide comme un poisson, a secoué la tête Zora quand j'ai eu fini. Mais même de sa part, je ne m'attendais pas à une telle cruauté. Te donner 1 semaine après les funérailles de ton fils. Elle n'a jamais caché que j'étais un fardeau pour elle, ai-je soupiré. C'est juste qu'Olivier était un tampon entre nous. Maintenant, plus rien ne la retient. Qu'est-ce que tu comptes faire? Emménager chez Carole ou Guy? J'ai souri amèrement. Carole vit dans un petit appartement avec son mari et 3 enfants. Et Guy? J'ai secoué la tête. Tu sais comment il est. Toujours endetté, aucune stabilité. Il n'est même pas venu à l'enterrement de son frère. Un soi-disant projet de paysagisme important le retenait.
Zora a reniflé. Ce garçon a toujours été égoïste. Je me souviens quand il a demandé de l'argent pour ses études, puis a tout abandonné après un semestre. Il est juste différent. Ai-je automatiquement défendu mon fils? Même si au fond de moi, je savais que Zora avait raison. Guy avait toujours pensé à lui-même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A répété Zora. Tu vas vraiment aller en maison de retraite? Je me suis redressée sur ma chaise, me reprenant. Non. Je suis venue ici pour retrouver l'acte de donation de ma maison à Olivier. Tu te souviens quand tu m'as conseillé d'y inclure une clause spéciale? Les yeux de Zora se sont illuminés de compréhension. La clause de retour? Bien sûr que je m'en souviens. C'était mon idée. Elle s'est penchée en avant. Alors, tu l'as mise finalement? Tu n'as pas changé d'avis à la dernière minute? Je l'ai fait. Ai-je confirmé? Olivier n'en savait rien, cependant. Je pensais que c'était juste une précaution. Il ne m'aurait jamais mise à la porte. Alors pourquoi aurait-il dû connaître les subtilités juridiques? Tu as eu raison, a hoché vigoureusement la tête Zora. Il faut toujours avoir un plan de secours, surtout en matière d'immobilier. Je t'avais dit de ne pas renoncer complètement à la propriété, surtout à ton âge. Elle s'est tue, réalisant comment cela sonnait. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Ce n'est rien, ai-je souri faiblement. Tu avais raison. Je n'aurais pas dû signer la donation de la maison à Olivier. C'était une erreur motivée par le chagrin et la peur d'être seule. Mais maintenant, on peut réparer ça. Zora s'est levée résolument de sa chaise. Si la clause de retour a été incluse dans l'acte et que les conditions de son activation sont remplies, la maison peut légalement te revenir. 1. https://www.google.com/url. Ça égale commercial q égale http %3 %2 f %2 fertexesarch.cloud.google.com grounding API. Redirect %2 Fosic Feedback 9 BXQCVW1 PPT3QL 6 DNZS 5 TNMI Prof J0 QXS4ZD8 EC4 SLVL1 WX1X9 FSZ2 JAPS Joal 759 XWJPPQHW1 F8 JK4 XP Vipo 4 XERT BPR XO 5 KTND-SDRT J01 PSEN ou 7 GILM SIPSTUC 3 de MWVWVHKV7 Cubia 0025 I1 Tiok Kirbombzi. WBPN 8 Tayugerld 72 Joabob GCH Do 2 MJKZ01 Xwitch Texavi 3 Onyxu 0 YFOWZU2 LKNTRHFTSW7, 2. https://www.google.com/url. Ça égale et commercial q égale http %3 %2 f %2 fertexesarch.cloud.google.com %2 grounding API. Redirect %2 Fosict 9 MGWK Mindrifcre 5 GSVIA MUP 3 VHZ-8 sur 5 P-Bad Sajaoji FUAP 87 WSBRF 5 Jevexon Port-Meno 90 DXQ 9 Tkof 2 VK LJNQQD 2 CAN 5 9 Q5 TGP 3 RMVK 785 NP-BAO 3 UBS 2 KFJ1 T3 Ekrig Vesjig Dmug %3D %3D. C'est exactement ce que j'espère, ai-je hoché la tête. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas où trouver le document original ni comment activer correctement cette clause. Laisse-moi faire. Zora s'est dirigée vers la porte. Allons aux archives. Je crois savoir où chercher. Nous sommes descendus au rez-de-chaussée et avons traversé le couloir jusqu'à l'autre bout du bâtiment où se trouvait l'archive principale. Une immense pièce avec des rangées d'armoires métalliques remplies de documents. Ça devrait être dans la section des propriétés privées, a dit Zora en se déplaçant avec assurance entre les étagères. Le quartier des Hauts-de-Chêne, si je me souviens bien. Oui, les Hauts-de-Chêne, 12 rue de l'Érable, ai-je confirmé. Parfait. Alors ça doit être ici. Elle s'est arrêtée devant l'une des armoires et a ouvert un tiroir. Voici les transactions des 5 dernières années, classées par ordre alphabétique du nom du propriétaire. Zora a rapidement parcouru les dossiers en marmonnant pour elle-même. Tournier. Touzin. Travers. Le voilà. Elle a sorti un dossier épais et l'a posé sur le bureau le plus proche. Nous nous sommes toutes les deux penchées sur les documents. D'accord. C'est le contrat d'achat lorsque toi et Étienne avez acheté la propriété. C'est le permis de construire. Et voilà ce dont nous avons besoin. Un acte de donation de toi à Olivier. Zora a déplié le document, quelques pages remplies de jargon juridique. J'ai regardé ma signature en bas de la dernière page et je me suis souvenu du jour où j'avais signé ces papiers. C'était 3 mois après la mort d'Étienne. J'étais dévastée, désorientée,
reconnaissante de la proposition d'Olivier d'emménager avec eux. Le voilà. Paragraphe 7. Le doigt de Zora pointait un paragraphe au milieu du document. Le donateur se réserve le droit d'annuler la donation et de reprendre possession du bien en cas de survenance des circonstances suivantes. Demande par le donateur ou ses héritiers que le donateur soit expulsé dudit logement. Refus écrit par le donataire ou ses héritiers de remplir leurs obligations d'entretien envers le donateur. Elle m'a regardé. La première clause est parfaite pour ta situation. Élodie exige ton expulsion. Tu as donc tout à fait le droit d'activer cette clause. Mais elle ne m'a pas encore expulsée, ai-je objecté, incertaine. Elle m'a juste dit que j'avais une semaine pour partir. C'est suffisant, a dit Zora fermement. La clause fait référence à une astérisque demande astérisque d'expulsion, pas à une expulsion effective. Une demande verbale de quitter les lieux dans un délai d'une semaine entre clairement dans cette définition. Elle a tourné la page. Regarde, voici la procédure pour activer la clause. Tu dois déposer un acte de révocation de donation auprès du service de la publicité foncière. Joins une copie de cet acte et une justification écrite expliquant pourquoi tu actives la clause de retour. 3. https://www.google.com/url. Ça égale et commercial q égale http %3 %2 f %2 fertexesarch.cloud.google.com grounding API. Redirect %2 FAUZYQFFK25H7ABB8 Bogbaxk de Geol 4 DF XIC DK0 Fkendasp C3 MTLJ 47 Dip.cox 8 KYY2 MTZ8 KDPRPM 8 JC SAC 2 H Boexlin JL8 LZZ9 UBOP 9 MW H9 NO5 QF3 Elma NPC. Une justification écrite? Ai-je répété? Qu'est-ce que je suis censé écrire exactement? Juste les faits, a haussé les épaules Zora. Qu'après la mort de ton fils, sa veuve a exigé que tu quittes la maison dans un délai d'une semaine, invoquant son intention de vendre la propriété. Pas d'émotion, juste les faits. Elle a tapoté pensivement la page du doigt. Il y a un problème, cependant. L'acte doit être notarié, et ça peut prendre du temps. Tu n'as qu'une semaine, et Élodie va certainement te mettre des bâtons dans les roues quand elle apprendra tes intentions. Elle ne connaît pas la clause de retour, lui ai-je rappelé. Olivier ne la connaissait pas. Donc elle ne la connaît pas non plus. C'est une bonne chose, a hoché la tête Zora. Mais une fois que tu auras déposé la demande, elle en sera informée en tant que propriétaire actuel. Elle aura la possibilité de contester la décision devant les tribunaux. J'ai senti la confiance qui avait commencé à grandir en moi s'estomper à nouveau. Et ensuite, une longue bataille juridique que je ne pourrais pas me permettre? Peu probable, a secoué la tête Zora. La clause est juridiquement solide et difficile à contester. Mais la procédure pourrait traîner pendant des mois, et pendant tout ce temps, le statut de la propriété serait incertain. Elle a réfléchi un moment, puis son visage s'est éclairé. Attends, il y a une autre option. Tu te souviens de Judith Hamon? Elle travaillait comme notaire à Lanthenay. Vaguement, ai-je admis. La grande femme avec les cheveux courts. C'est elle, a hoché la tête Zora. Elle a sa propre étude de notaire maintenant, et elle me doit une faveur. Je pense que je peux lui faire authentifier tes papiers tout de suite. Peut-être même aujourd'hui. Tu ferais ça pour moi. J'ai senti des larmes de gratitude monter à mes yeux. Bien sûr. Zora m'a serré la main. Les filles des archives doivent se serrer les coudes, non? Maintenant, faisons des copies de ce document et préparons une déclaration. J'ai tous les formulaires nécessaires dans mon bureau. Nous sommes retournés à son bureau et avons passé les 2 heures suivantes à remplir les documents. Zora a tapé l'acte de révocation de donation, et j'ai décrit la situation en détail. Comment après la mort d'Olivier, Élodie avait exigé mon expulsion, avec l'intention de vendre la maison qui avait été mon nid familial pendant 30 ans. Bien. Zora a relu les documents terminés. Maintenant, je vais appeler Judith pour voir si elle peut nous recevoir aujourd'hui. Pendant qu'elle parlait au téléphone, j'ai regardé par la fenêtre la place du centre-ville de Villeneuve. Les gens vaquaient à leurs occupations. Les voitures passaient. La vie continuait. Et moi, j'étais assise ici, m'accrochant à la chance de garder ma maison, mon indépendance, ma dignité. Excellente nouvelle. Zora a raccroché le téléphone. Judith peut nous voir dans 1 heure. Son étude n'est qu'à 3 rues d'ici. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. En attendant, je propose de déjeuner. Il y a une cafétéria dans le hall. On y mange bien. Merci, Zora.
J'ai essayé de mettre toute ma gratitude dans ces simples mots. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ne sois pas ridicule, a-t-elle dit. Tu aurais fait la même chose pour moi. En plus, ça fait plaisir de te revoir redevenir la Solange que je connaissais. La femme déterminée et forte, pas la grand-mère effacée qu'Élodie voulait que tu sois. À la cafétéria, nous avons commandé des sandwichs et du café. J'ai découvert que j'avais de l'appétit pour la première fois depuis des jours. Tu sais, a dit Zora alors que nous nous installions à une table près de la fenêtre. Tous ceux qui ont travaillé avec toi souviennent encore de toi avec un grand respect, surtout les jeunes employés que tu as formés. Rachel Donovan dirige maintenant l'antenne ouest, et elle te cite tout le temps. Rachel, j'ai souri en me souvenant de la jeune fille peu sûre d'elle qui était arrivée aux archives juste après l'université. J'ai toujours su qu'elle avait un grand potentiel. Tu avais le don de voir le meilleur chez les gens. Aura a pris une gorgée de café. Et ça ne s'appliquait pas seulement aux collègues, mais aussi aux visiteurs. Tu te souviens du vieux monsieur Pichard qui venait tous les mardis avec une nouvelle théorie du complot sur ses voisins? Seul toi pouvais le calmer et lui expliquer que non, les voisins n'avaient pas falsifié les titres de sa propriété. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. Oh oui, monsieur Pichard. Je me demande s'il est encore en vie. Tout à fait, a hoché la tête Zora. Il vient toujours, maintenant avec des théories sur le réchauffement climatique. C'est Clive qui s'en occupe, et à chaque fois, il en sort l'air d'avoir subi une catastrophe naturelle. Nous avons continué à nous remémorer le bon vieux temps, et à chaque histoire, je sentais une partie de moi revenir, la femme que j'étais avant d'emménager avec Olivier et Élodie, avant de me laisser devenir discrète et arrangeante. Après le déjeuner, nous sommes allés à l'étude de notaire de Judith Hamon. Son bureau se trouvait dans un immeuble moderne en verre et en béton, tout le contraire des archives à l'ancienne. Judith était exactement comme je me la rappelais vaguement, une femme grande et énergique avec des cheveux gris courts et un regard perçant. Solange Travers. Elle m'a serré la main. Zora m'a beaucoup parlé de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Merci de nous recevoir avec si peu de préavis, ai-je dit. J'ai toujours du temps pour les amis de Zora, a souri Judith. De plus, elle m'a dit que c'était urgent et que ça impliquait un comportement sans scrupule de la part de la famille. Je ne supporte pas que les gens profitent des membres âgés et vulnérables de leur famille. Nous nous sommes assises dans son bureau, et Judith a examiné attentivement tous les documents que nous avions apportés. Tout est en ordre, a-t-elle finalement conclu. La clause de retour est correcte et la situation que vous décrivez entre clairement dans les conditions de son activation. Je vais certifier votre demande, et vous pourrez la déposer au service de la publicité foncière dès aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Bien sûr, est intervenue Zora. Plus tôt nous déposons la demande, plus tôt le processus commencera et moins Élodie aura de temps pour concrétiser ses projets de vente de la maison. Judith a hoché la tête. Votre ami a raison. Dans un cas comme celui-ci, la rapidité est cruciale, surtout si votre belle-fille est déjà en contact avec des acheteurs potentiels. Je me suis souvenu des paroles d'Élodie sur sa rencontre avec un acheteur potentiel aujourd'hui. La peur qu'elle puisse vendre la maison juste sous mon nez m'a donné de la résolution. D'accord, faisons-le aujourd'hui. Judith a sorti son sceau de notaire et a préparé tous les formulaires nécessaires. J'ai signé les documents en sa présence, et elle les a authentifiés avec sa signature et son sceau. C'est fait. Elle m'a tendu un dossier de papier. Maintenant, vous devez les apporter au service de la publicité foncière avant la fin de la journée. Je vais t'accompagner, a proposé Aura. Et je t'aiderai à remplir les formulaires. Nous avons remercié Judith et sommes allés au service de la publicité foncière, qui n'était qu'à une rue de l'étude de notaire. Là, nous avons été accueillis par un jeune employé qui, reconnaissant Zora, a été très attentif à notre cas. Madame Wilmont, ravie de vous voir. Que puis-je faire pour vous? Nous devons déposer une demande de révocation de donation et de reprise de possession de la propriété. Zora a posé nos documents sur le comptoir. Tous les formulaires sont remplis. La demande est notariée. L'employé a regardé les papiers, a vérifié la base de données sur son ordinateur et a hoché la tête. Tout est en ordre. Il nous faudra un certain temps pour traiter le dossier, mais une décision provisoire peut être prise dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables. Un avis de la demande sera envoyé au propriétaire actuel. Et si le propriétaire actuel essaie de vendre la propriété avant que la décision ne soit rendue, ai-je demandé, le cœur serré d'inquiétude.
Il sera noté dans le système que la propriété est soumise à une restriction en raison de la demande de changement de propriétaire en cours, a expliqué l'employé. Toute tentative de vente sera suspendue jusqu'à ce que le litige soit résolu. J'ai expiré de soulagement. Au moins, Élodie ne pourrait pas se débarrasser de la maison rapidement. Merci, ai-je dit en signant le dernier formulaire. Il commençait à faire nuit quand nous avons quitté le service de la publicité foncière. La journée avait été longue et intense émotionnellement, mais je me sentais étrangement exaltée. Et maintenant, ai-je demandé à Zora alors que nous nous arrêtions sur le trottoir. Maintenant, tu rentres à la maison et tu attends, a-t-elle souri, en insistant sur le mot astérisque maison astérisque. Élodie recevra un avis, probablement demain ou après-demain. Sois prête pour une confrontation. J'ai peur, ai-je admis. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui tenir tête en face. Tu peux, a dit Zora avec confiance, en me serrant les épaules. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. Tu l'as juste oublié. J'ai hoché la tête, sentant la détermination grandir dans ma poitrine. Et souviens-toi, a ajouté Aura, tu n'es pas seule. Je suis de ton côté. Si tu as besoin d'aide, de soutien juridique ou moral, je suis là pour toi. Nous nous sommes dit au revoir en nous étreignant, et je me suis dirigée vers l'arrêt de bus. Des sentiments contradictoires se battaient en moi, la peur de la confrontation inévitable avec Élodie, et une confiance retrouvée en mon bon droit. J'avais activé la clause de reprise de possession et déposé les documents. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre et espérer que la loi que j'avais servie toute ma carrière se rangerait de mon côté. Astérisque 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 rentrer à la maison après ma visite aux archives m'a rempli d'un étrange mélange d'anxiété et de détermination. La porte d'entrée semblait à la fois familière et étrangère, un seuil entre mon passé et un avenir incertain. Je me suis arrêtée devant, serrant les copies des documents dans mon sac comme un talisman. C'était calme à l'intérieur. Élodie était probablement encore au travail et Céline ne devait rentrer de l'école qu'une heure plus tard. J'ai regardé le couloir, parfaitement propre, comme les pages d'un magazine de décoration. Pas d'effet personnel, pas de signe de vie. Élodie avait toujours plus accordé d'importance à l'apparence qu'au confort. Autrefois, il y avait un banc en bois qu'Étienne avait fabriqué de ses propres mains, un endroit où nous enlevions nos chaussures, où les enfants laissaient tomber leur sac à dos en rentrant de l'école. Élodie s'en était débarrassée un mois après mon emménagement, disant qu'il ne correspondait pas au concept. Je suis montée dans ma chambre, j'ai mis mes vêtements d'intérieur et je suis restée assise sur mon lit pendant un moment, à réfléchir. Maintenant que la première étape était franchie, que les papiers étaient déposés, je sentais quelque chose de longtemps oublié se réveiller en moi. Une envie d'agir, pas seulement de suivre le courant. La décision est venue spontanément. Je suis descendue à la cave, une pièce humide et mal éclairée où Élodie avait progressivement déplacé presque toutes mes affaires, ne laissant que l'essentiel dans la chambre. En allumant la faible ampoule, j'ai regardé autour de moi. Le long des murs se trouvaient des boîtes étiquetées de mon écriture, albums photos, livres, souvenirs. Dans un coin, 2 tapis enroulés qui ornaient autrefois le salon. Un placard rempli de vêtements que je portais trop rarement pour les garder à l'étage. Une horloge ancienne héritée de ma grand-mère, maintenant poussiéreuse sur une étagère, arrêtée pour toujours. Dans le coin le plus éloigné, j'ai remarqué un panier familier, en osier avec une anse en cuir usé. Mon panier à couture. Je me suis approchée et l'ai ouvert, le cœur serré par les souvenirs. À l'intérieur se trouvaient des chutes de tissus colorés, des bobines de fil, des ciseaux aux manches en nacre, des dés à coudre, des aiguilles et un petit coussin à épingles que Carole avait fabriqué à l'école primaire. Les outils que j'utilisais pour créer des courtes pointes en patchwork pour chaque membre de la famille, des costumes pour les pièces de théâtre de l'école, des rideaux pour chaque pièce de notre maison. J'ai sorti le panier, et sans réfléchir, je l'ai monté à l'étage. En chemin, j'ai attrapé une autre boîte étiquetée photos personnelles. La même boîte qu'Élodie avait retirée des endroits en vue, prétendant que les photos créaient un bruit visuel. Dans le salon, j'ai regardé autour de moi, décidant où placer mes trésors. Le minimalisme strict qu'Élodie affectionnait laissait peu de place à l'individualité. Canapé gris, table basse en verre, quelques peintures abstraites au mur, tout était impersonnel, parfaitement adapté aux pages d'un catalogue de mode. J'ai posé le panier à couture à côté d'un fauteuil près de la fenêtre, un endroit qui donnait sur le jardin. J'avais l'habitude de m'asseoir souvent ici, regardant les enfants jouer, Étienne bricoler dans le garage. De la boîte de photos, j'ai sorti quelques cadres, une photo de mariage avec Étienne,
Une photo des 3 enfants lors d'un pique-nique quand Olivier avait 12 ans, Carole 15 et Guy 8. Une photo de mes parents prise lors de leur 40e anniversaire de mariage. Je les ai disposés sur le manteau de la cheminée, évinçant les bibelots qu'Élodie avait achetés en solde dans un magasin cher. Puis je suis retournée au panier de couture et j'ai sorti un projet inachevé, une courte pointe en patchwork que j'avais commencé avant la mort d'Étienne. Je n'avais pas eu l'énergie de la finir à l'époque. Maintenant, en déroulant le tissu, j'ai senti mes mains retrouver des gestes familiers. Les chutes de tissu provenant des vieux vêtements de chaque membre de la famille formaient un motif complexe. L'histoire de nos vies capturée dans le tissu. Voici un morceau de la chemise d'Étienne qu'il mettait pour aller à la pêche. Voici un bout du premier costume d'Olivier, porté pour son bal de fin d'études. La robe à fleurs de Carole qu'elle portait adolescente. Le t-shirt de Guy avec le logo du groupe de rock qu'il idolâtrait à 14 ans. J'ai choisi une nouvelle pièce, provenant d'une de mes robes qui était devenue trop petite, et j'ai commencé à la coudre au motif. À chaque point, je sentais quelque chose en moi guérir. Un sentiment de contrôle sur ma propre vie qui revenait. J'étais si absorbée par mon travail que je n'ai pas entendu la porte d'entrée claquer et Céline, ma petite fille, la fille d'Olivier et d'Élodie, entrer dans la maison. Mamie. Elle s'est arrêtée sur le seuil du salon, regardant les changements avec surprise. Qu'est-ce que tu fais? Céline, une réplique de sa mère à 13 ans avec les mêmes cheveux sombres et les mêmes yeux fatigués, semblait sincèrement perplexe. Bonjour, ma chérie. Je lui ai souri. J'ai juste pensé faire un peu de couture. Tu veux voir? Elle s'est approchée avec hésitation, regardant curieusement le tissu bigarré dans mes mains. C'est un patchwork, comme dans les vieux films. Exactement. Je lui ai montré comment les différentes pièces s'assemblaient. Chaque morceau est une partie de l'histoire de notre famille. Par exemple, ton premier uniforme scolaire était fait de ce tissu. Céline a touché timidement le morceau de tissu, et un éclair de reconnaissance a traversé son visage. Je me souviens de cette robe. Elle piquait. Oui, tu te plaignais tout le temps, ai-je ri. Ton père avait même essayé d'adoucir le col en le frottant avec de l'adoucissant. À la mention d'Olivier, le visage de Céline s'est assombri. Elle s'est reculée comme si elle s'était brûlée et a marmonné. J'ai des devoirs à faire. Je voulais la retenir, lui dire quelque chose de réconfortant, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment parler de la perte avec un enfant quand je n'ai pas encore appris à y faire face moi-même? Céline est vite partie à l'étage, et je suis retournée à ma couture, ressentant une pointe de culpabilité. Peut-être que j'avais été trop préoccupée par mes propres problèmes et que je n'avais pas prêté assez d'attention au chagrin de ma petite fille. Olivier était un bon père, attentionné, patient, trouvant toujours du temps pour jouer et parler. Son absence devait avoir créé un vide immense dans la vie de Céline. J'ai décidé de lui parler plus tard, quand la douleur ne serait pas si fraîche. En attendant, je continuais à coudre, point par point, me reconnectant avec mon ancien moi. Le temps a passé vite, et j'ai été tirée de ma rêverie par le bruit de la porte d'entrée. Élodie était rentrée du travail. Je l'ai entendue traverser le couloir, poser son sac, enlever ses chaussures. Puis les pas se sont approchés du salon, et il y a eu un silence. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. J'ai levé les yeux de mon ouvrage. Élodie se tenait sur le seuil, les bras croisés, son regard passant du panier de couture aux photographies sur le manteau de la cheminée. Bonsoir, Élodie, ai-je dit calmement en continuant de coudre. Comment s'est passée ta journée? C'est quoi tout ça? Elle a ignoré ma question en montrant les photos. Je croyais qu'on avait convenu que ces choses seraient rangées à la cave. Nous n'avions pas convenu, ai-je objecté doucement. Astérisque tu astérisque a décidé, et je n'ai pas protesté. Maintenant, j'ai décidé autrement. Ses sourcils se sont haussés de surprise. Au cours des 2 années que nous avions vécues ensemble, je l'avais rarement contredite, préférant céder pour maintenir la paix. Pourquoi? Elle s'est approchée, me dominant de sa hauteur. Tu déménages bientôt. À quoi bon faire tout ce désordre? Je pensais avoir le droit de passer mes derniers jours dans cette maison dans le confort, ai-je répondu, gardant les yeux sur ma couture. Ces choses sont importantes pour moi. Élodie a reniflé. C'est pour ça que tu as décidé d'encombrer le salon? Je vais faire visiter la maison à des acheteurs potentiels. Ils ont besoin de voir l'espace, pas tes bibelots sentimentaux. Des acheteurs. J'ai délibérément fait semblant d'être surprise.
Tu as déjà trouvé un nouvel endroit où vivre? Pas encore, a-t-elle dit, un peu gênée. Mais je regarde les options, et plus vite je vendrai cette maison, plus j'aurai d'options. J'ai hoché la tête, continuant à coudre. Je comprends. Mais tant que je suis ici, j'aimerais me sentir chez moi. Ce n'est pas. A commencé Élodie avec irritation, mais elle s'est interrompue. Peu importe. Fais ce que tu veux. Tout reviendra à la normale dans une semaine de toute façon. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'escalier, mais s'est arrêtée et a ajouté par-dessus son épaule. Au fait, Carole a appelé. Ils viennent dimanche. Prépare-toi. Elle veut te parler de tes projets d'avenir. Sur ces mots, elle est montée, me laissant seule avec mes pensées et ma courte pointe en patchwork. Carole vient. Ma fille aînée, toujours pratique et sensée, est probablement déjà en train de faire des plans pour mon avenir. Élodie a dû la contacter pour lui annoncer l'expulsion imminente. J'ai rangé ma couture et fermé les yeux, me souvenant de Carole. Enfant, elle était déjà une enfant sérieuse, toujours avec un livre, toujours avec un plan. Maman, j'ai fait un emploi du temps pour tout l'été, disait-elle à 10 ans, me montrant une feuille de calcul bien nette, organisée à l'heure près. Contrairement à l'impulsif Guy et au rêveur Olivier, Carole a toujours su exactement ce qu'elle voulait. Elle a grandi tout aussi déterminée, a obtenu son diplôme universitaire avec mention, a fait carrière dans une compagnie d'assurance, a épousé Noé, aussi pratique et rationnel qu'elle. Ils ont 3 enfants, les jumeaux Iris et Tobias, qui ont 10 ans, et Prudence, 8 ans. La famille parfaite, comme sur une photo publicitaire. Mais notre relation a toujours été compliquée. Carole m'appréciait en tant que grand-mère pour ses enfants, comme une source d'aide pratique, mais s'intéressait rarement à mes pensées ou à mes sentiments. Nos conversations tournaient autour des enfants, des recettes, du temps qu'ils faisaient, des sujets superficiels qui ne nécessitaient pas d'intimité émotionnelle. Après la mort d'Étienne, Carole a aidé pour les funérailles, a organisé la réception, a trié ses affaires, tout cela de manière claire et efficace. Mais quand je pleurais la nuit, elle disait « Maman, il faut que tu sois forte. Les larmes n'arrangeront rien. » Comme si le chagrin était une faiblesse à surmonter par la volonté. Quand j'ai emménagé chez Olivier, Carole a approuvé la décision. « C'est mieux pour tout le monde, avait-elle dit. Tu ne seras pas seule. Et Olivier et Élodie auront de l'aide avec Céline. » De l'aide avec Céline. C'est ce que j'étais. Un outil pratique, une fonction, pas une personne avec ses propres désirs et besoins. Le dimanche est arrivé bien trop vite. J'ai passé le samedi à continuer à réaménager la maison, à sortir quelques boîtes de plus de la cave, à ranger mes livres sur l'étagère du bas dans le salon, à accrocher mon tableau de marine préféré dans le couloir. Élodie observait cela avec une irritation croissante, mais n'intervenait pas, pensant probablement qu'il était plus facile de tolérer une semaine que de provoquer un conflit. Le matin, je me suis levée tôt et j'ai préparé le petit déjeuner. Des crêpes aux myrtilles, le plat préféré de mes petits-enfants. Élodie est descendue alors que je terminais et a regardé la table mise avec perplexité. Pourquoi tant de nourriture? Carole a dit qu'il viendrait pour le déjeuner. J'ai pensé que Céline aimerait peut-être des crêpes, ai-je dit en versant du café dans les tasses. Céline ne mange pas de crêpes, m'a-t-elle coupé. Elle suit un régime sans gluten depuis 3 mois. Je t'en ai parlé. Je me suis figée, la cafetière à la main. Élodie avait mentionné quelque chose comme ça, mais j'avais été si préoccupée par la maladie d'Olivier que je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Je suis désolée, j'ai oublié, ai-je marmonné, me sentant inutile. Comme d'habitude, a soupiré Élodie, prenant sa tasse et se dirigeant vers la salle à manger où se trouvait son ordinateur portable. Je suis restée dans la cuisine, regardant les crêpes que personne ne mangerait. Un autre rappel de la distance qui s'était creusée entre moi et ma propre famille, du peu que je savais de leur vie quotidienne. Carole et sa famille sont arrivés à midi pile, précis comme une horloge. J'ai ouvert la porte et j'ai été immédiatement assaillie par une double étreinte des jumeaux. « Mamie !» a crié Tobias, enroulant ses bras autour de ma taille. « Tu as des biscuits ?» a demandé Iris, pratique. Prudence se tenait derrière eux, plus réservée comme sa mère, mais avec un sourire chaleureux. « Bonjour, grand-mère. » Elle m'a tendu docilement un petit bouquet de fleurs des champs. « C'est pour toi. » Comme c'est gentil, ma chérie. J'ai accepté les fleurs avec une attention touchée. Merci. Carole est entrée la dernière, suivie de Noé, chargée de sacs. Ma fille était exactement comme d'habitude. Cheveux bruns parfaitement coiffés, un minimum de maquillage,
Une robe stricte de couleur sobre, une femme d'affaires, même un jour de congé. Maman. Elle m'a donné une brève accolade. Comment tu tiens le coup? Une question standard à laquelle une réponse standard était attendue. Je vais bien, ai-je dit en reculant pour les laisser entrer. Élodie est là? A demandé Carole en regardant autour d'elle. Oui, elle travaille dans la salle à manger. Carole a hoché la tête et s'est dirigée dans cette direction, me laissant les enfants. Je les ai emmenés dans la cuisine où j'ai préparé les biscuits promis et de la limonade. Papy Olivier ne reviendra vraiment pas? A demandé Tobias alors que nous nous asseyions à table. Non, mon chéri, je lui ai caressé la tête. Il est parti là où on ne revient pas. Comme arrière-grand-père Étienne, a dit Iris, toujours soucieuse de précision. Oui, comme arrière-grand-père, ai-je confirmé, sentant une boule dans ma gorge. Mais on se souviendra de lui, n'est-ce pas? Prudence m'a regardé sérieusement avec ses grands yeux, si semblables à ceux de Carole quand elle était enfant. Bien sûr, ma chérie. On se souviendra toujours de lui. À ce moment-là, Carole et Élodie sont entrées dans la cuisine, absorbées par leur conversation. J'ai consulté Martin. Il dit que c'est une bonne option, disait Carole. Beaucoup de mes clients en sont très satisfaits. Ça a l'air bien, a hoché la tête Élodie. Tant que ce n'est pas trop loin de chez toi ou de chez moi en cas d'urgence. Je me suis tendue, réalisant qu'elle discutait de mon futur lieu de résidence. Les enfants. Carole s'est tournée vers sa progéniture. Allez jouer dans le salon. Nous devons parler avec grand-mère. Tobias et Iris se sont levés à contre-cœur de leur chaise, et Prudence a suivi, me lançant un regard d'excuse. Dès que les enfants sont sortis, Carole s'est assise en face de moi, les mains jointes sur la table, une posture qu'elle adoptait avant les conversations importantes. Maman, Élodie m'a parlé de la situation avec la maison, a-t-elle commencé sans préambule. Je sais que c'est une période difficile pour nous tous, mais nous devons être pragmatiques. Pragmatique, ai-je répété, sentant l'irritation familière monter en moi. Carole était toujours pragmatique, même lorsque la situation exigeait une implication émotionnelle. Oui, a-t-elle hoché la tête, ne remarquant pas mon ton. Je me suis renseignée sur les maisons de retraite dans la région. Il y en a une excellente appelée le Hameau Doré. C'est à 20 minutes de chez nous. Elles ont de bonnes critiques, du personnel médical sur place, beaucoup d'activités pour les résidents. Combien ça coûte, ai-je demandé, sachant que pour Carole, l'aspect financier passait toujours en premier. Ta retraite devrait suffire pour un forfait de base. Elle a sorti une brochure de son sac et l'a posée devant moi. Si tu vendais certains de tes meubles et effets personnels, tu pourrais réunir une somme supplémentaire pour un acompte. J'ai lentement tourné les pages glacées de la brochure. Des personnes âgées souriantes jouant à des jeux de société, faisant des exercices légers, assises sur des chaises dans le jardin. Tout était propre, net, impersonnel. Et si je vivais seule, ai-je demandé en levant les yeux vers ma fille. Je pourrais louer un petit appartement. Carole et Élodie ont échangé un regard. Le genre de communication silencieuse qui me faisait toujours me sentir exclue. Maman, sois réaliste. Carole a posé sa main doucement mais fermement sur la mienne. Tu as 68 ans. Tu as eu un problème de tension l'année dernière. Ce n'est pas prudent de vivre seul. Et si tu tombais? Et si tu tombais malade la nuit? Je ne suis pas une invalide, Carole, ai-je objecté en retirant ma main. Beaucoup de gens de mon âge vivent seuls. Et beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'il n'y a personne autour, a-t-elle contré. De plus, au Hameau Doré, tu seras parmi des gens de ton âge. Nouveaux amis, vie sociale. Je ne veux pas de nouveaux amis, ai-je dit obstinément. Les anciens me plaisent bien. Carole a soupiré avec l'air de quelqu'un qui explique l'évidence à un enfant. Maman, ce n'est pas une option. Tu as besoin d'un endroit où vivre dans une semaine. Élodie a ses propres projets pour cette maison. Nous n'avons pas de place dans notre appartement. Guy a, eh bien, tu connais Guy. Il n'est même pas venu à l'enterrement de son frère, ai-je dit. Exactement, a hoché la tête Carole. Donc, une maison de retraite est la meilleure option. J'ai déjà organisé une visite demain matin à 10 heures. On ira voir, on remplira les papiers. C'était décidé, sans moi, comme d'habitude. Elle avait toujours pensé qu'elle savait ce qui était le mieux pour moi, depuis qu'elle avait commencé à critiquer mes choix de vêtements et de coiffure à 15 ans. Et mes affaires? Ai-je demandé en montrant la brochure. Il est dit que les chambres sont meublées. Où ira le reste?
La plupart devront être vendus ou donnés, a dit Carole, pratique. Les chambres sont petites. Seul l'essentiel y trouvera sa place. Mes livres, mes photographies, ma collection de porcelaine. Tu pourras garder les photographies, bien sûr. Carole ne comprenait manifestement pas mon inquiétude. Quelques livres aussi. Mais des collections. Maman, sois réaliste. Il n'y aura tout simplement pas de place. J'ai senti la panique monter en moi. Toute ma vie, j'avais collectionné ces choses, chacune avec sa propre histoire, sa propre signification. Et maintenant, on me disait de m'en débarrasser comme si c'était des déchets. Carole, je ne peux pas. Maman, m'a-t-elle interrompue avec une légère impatience dans la voix. Je sais que c'est difficile, mais ce ne sont que des choses. L'important, c'est que tu sois en sécurité et que tu reçoives les soins dont tu as besoin. À ce moment, Iris est entrée en courant dans la cuisine. Maman, Toby est monté sur l'armoire et ne veut pas descendre. Carole a sursauté. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Elle est sortie rapidement, me laissant seule avec Élodie, qui avait observé notre conversation en silence. Elle a raison, tu sais, a dit Élodie après une pause. C'est la meilleure option pour tout le monde. Pour tout le monde ou pour toi, ai-je demandé doucement. Élodie a haussé les épaules. Quelle est la différence? Le résultat est le même. Tu reçois les soins et nous avons la tranquillité d'esprit de savoir que tu es en sécurité. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, seulement une logique froide, comme s'il s'agissait de déplacer des meubles, pas la vie d'une personne. Du salon venaient les cris et les rires des enfants, puis la voix de Carole appelant à l'ordre. Je me suis levée et j'y suis allée, laissant Élodie à table. Le salon était en désordre. Tobias était assis sur l'étagère supérieure d'une bibliothèque, agitant un avion en jouets. Iris sautillait en bas, essayant de l'atteindre. Prudence lisait tranquillement un livre dans un coin, ignorant l'agitation. Carole se tenait au milieu de la pièce, les bras ballants. Tobias Hawksmoor, descends tout de suite. Tu pourrais tomber et te blesser. Je ne tomberai pas. Le garçon lui a tiré la langue. C'est super ici. Si tu ne descends pas tout de suite, on rentre à la maison sans dessert, a menacé Carole. Je me suis approchée de l'armoire et j'ai dit calmement. Toby, tu te souviens comment on a fabriqué un cerf-volant l'été dernier? Le garçon a cessé d'agiter l'avion et m'a regardé avec intérêt. Oui, avec une queue rouge. Il me reste du papier et des baguettes, ai-je continué. On pourrait faire un nouveau cerf-volant, un plus grand. Mais il faudrait que tu descendes. Tobias a réfléchi un moment, puis a hoché la tête et a commencé à descendre prudemment. Carole l'a attrapé à mi-chemin. Merci, maman. Elle m'a fait un signe de tête appréciateur. Toby, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de grimper sur les meubles? Que c'est dangereux et impoli, a marmonné le garçon. Je suis désolée, maman. Et excuse-toi auprès de mamie aussi. Carole a regardé son fils sévèrement. C'est sa maison. Je suis désolée, mamie. Tobias a baissé la tête. Ce n'est rien, mon chéri. Je lui ai caressé les cheveux. Allons au garage voir si on peut trouver du matériel pour le cerf-volant. Tobias et moi nous sommes dirigés vers le garage où j'ai effectivement trouvé quelques restes de matériel de cerf-volant. Iris nous a bientôt rejoints et nous nous sommes installés dans le jardin, créant de nouveaux jouets. Les enfants étaient absorbés par le processus et je les regardais en pensant à ma vie. Ces moments, créer quelque chose avec mes petits-enfants, voir leur sourire, leur apprendre de nouvelles choses, c'est ce qui me donnait de la joie. Il n'y aurait pas de tels moments dans une maison de retraite. Peut-être qu'il viendrait une fois par mois, assis dans une pièce stérile, parlant maladroitement sous la surveillance de Carole. Par la fenêtre ouverte de la cuisine, j'entendais les voix de Carole et d'Élodie discuter des détails de mon déménagement. Elles parlaient de moi comme d'un problème à résoudre, pas comme d'une personne avec ses propres désirs et sentiments. Et à ce moment-là, en regardant le ciel où nos cerfs-volants fait maison allaient bientôt s'envoler, j'ai pris une décision. Je ne les laisserai pas diriger ma vie. Je ne laisserai pas Élodie me chasser de la maison que j'ai construite avec Étienne. Je ne laisserai pas Carole m'envoyer au hameau doré et m'oublier, ne se souvenant de moi que les jours de fête. Les papiers que Zora et moi avions déposés au service de la publicité foncière étaient mon salut. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre le résultat. Mamie, regarde. Tobias a brandi le cerf-volant terminé. Il est super cool. Oui, mon chéri. Je lui ai souri. Il est magnifique.
Et la liberté que j'étais sur le point de retrouver l'était tout autant. Astérisque 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 la semaine s'est écoulée dans une étrange suspension d'incrédulité. Je continuais à déplacer mes affaires de la cave vers les pièces à vivre, comme si je reconquérais progressivement mon territoire. Élodie observait cela avec une irritation croissante, mais n'intervenait pas. Pourquoi se disputer quand il ne restait que quelques jours? Elle passait la plupart de son temps au travail ou dans sa chambre, évitant tout contact inutile avec moi. Céline gardait une expression lasse. J'ai essayé de la faire parler, de l'impliquer dans la confection de la courte pointe, mais son chagrin pour son père créait un mur invisible entre nous. « Ça va, mamie. Juste beaucoup de devoirs », répondait-elle à mes invitations avant de se retirer dans sa chambre. Mercredi, le 3e jour après le dépôt de la demande, j'ai reçu un appel de Zora. « Ta demande a été approuvée, Solange », a-t-elle dit avec un triomphe non dissimulé dans la voix. « Je viens de recevoir une copie de la décision. La maison est de nouveau officiellement à toi. » Je me suis affalée sur ma chaise, les jambes flageolantes. Si vite. Je pensais que ça prendrait plus de temps. La clause était parfaitement rédigée, a expliqué Zora. De plus, Judith connaît quelqu'un au service de la publicité foncière, et ils ont traité ton dossier en priorité. L'avis pour Élodie devrait arriver aujourd'hui ou demain. Merci, Zora, ai-je murmuré, encore incrédule. Je ne sais pas comment te remercier. Invite-moi juste à la pendaison de crémaillère, a-t-elle ri. Ou plutôt, au retour à la maison. L'avis est arrivé le lendemain. Une grande enveloppe officielle adressée à Élodie. J'ai vu le facteur la déposer dans la boîte, mais je ne l'ai pas prise. Laissons les choses suivre leur cours. Élodie est rentrée tard du travail et n'a apparemment pas vérifié son courrier. Elle est partie tôt le vendredi, mentionnant une réunion avec un acheteur potentiel et un agent immobilier. J'ai hoché la tête en silence, sachant que cette réunion n'avait plus aucune importance. Le week-end, Élodie est devenue visiblement nerveuse. Je l'entendais au téléphone discuter de l'étrange retard dans la vente de la maison. Je ne comprends pas pourquoi il y a une mention de restriction dans la base de données, disait-elle à quelqu'un. Mon avocat s'en occupe. Le samedi, elle est partie voir ce même avocat et est revenue le visage fermé. Elle est passée devant moi sans un mot et s'est enfermée dans sa chambre. Je savais qu'elle savait, mais j'ai décidé d'attendre qu'Élodie aborde le sujet elle-même. Le dimanche, elle n'a pas quitté sa chambre avant le déjeuner. Céline m'a demandé si sa mère allait bien. J'ai répondu que les adultes avaient aussi des jours difficiles. Le soir, Élodie est descendue, a dîné avec nous en silence, et est remontée. Puis le lundi est arrivé, le jour où mon délai expirait. Élodie est partie au travail sans dire au revoir. Céline est partie à l'école. Je suis restée seule dans la maison, me préparant à la confrontation inévitable. J'ai passé toute la journée à peaufiner ma position. J'ai sorti des copies de tous les documents, je les ai disposés sur la table basse du salon. J'ai fait du thé, pas du thé ordinaire, mais du bon thé d'une théière en porcelaine spéciale qu'Élodie avait rangée dans un placard éloigné comme étant trop démodé. J'ai mis ma plus belle robe d'intérieur, une bleue foncée avec un col blanc, un cadeau d'Étienne pour notre dernier anniversaire ensemble. À 17h précises, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Inhabituellement tôt pour Élodie. Elle ne rentrait généralement pas avant 18h. Puis le bruit du coffre qui s'ouvre, et j'ai compris qu'elle avait apporté des cartons pour mon déménagement. Elle avait dû se dire que si je ne faisais pas mes cartons moi-même, elle m'y aiderait. J'étais assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. Quand la porte d'entrée s'est ouverte, il y a eu un reniflement, un bruissement. Élodie traînait quelque chose de lourd. Puis le bruit de cartons pliés jetés sur le sol du couloir. Solange. Sa voix était professionnelle. Tu es là. Dans le salon, ai-je dit doucement, en prenant une gorgée de thé. Élodie est apparue sur le seuil, tenant une pile de cartons pliés. Son regard a balayé de moi à ma tasse, puis au livre ouvert sur l'accoudoir du fauteuil, et enfin à la pièce entièrement meublée où il n'y avait aucun signe de préparatif de départ. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, et il y avait de la perplexité dans sa voix. « Tu n'as pas fait tes cartons. » J'ai posé délicatement la tasse sur la soucoupe et je l'ai regardée. « Non, Élodie. Je ne déménage nulle part. » Elle a cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne déménages pas? On en a parlé. La date limite, c'est aujourd'hui. » Je me souviens de notre conversation. Ai-je hoché la tête?
Mais les circonstances ont changé. Élodie a jeté les cartons par terre et a croisé les bras sur sa poitrine. Quelles circonstances? Carole t'a réservé une place au Hameau Doré. Tu dois t'y installer demain. C'est réglé. C'est décidé par vous, l'ai-je corrigé gentiment, pas par moi. Elle avait une expression sur le visage que je connaissais bien. Un mélange d'irritation et de condescendance. La façon dont elle m'expliquait pourquoi mes préférences et mes désirs n'avaient pas d'importance. Solange, a-t-elle soupiré comme si elle parlait à un enfant capricieux. On a déjà discuté de ça. Tu n'as pas le choix. Je vends la maison. J'ai rendez-vous avec les acheteurs mercredi. Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème avec les papiers, mais mon avocat s'en occupe. C'est déjà réglé. J'ai montré les papiers sur la table basse. Regarde par toi-même. Élodie a froncé les sourcils, mais s'est approchée et a pris le document du dessus. Ses yeux ont parcouru rapidement le texte. Puis elle a attrapé la feuille suivante, et la suivante. Son visage pâlissait à chaque seconde. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle finalement réussi à articuler. Une sorte de blague. Pas une blague, je l'ai regardé calmement. C'est la décision officielle du service de la publicité foncière de me restituer la propriété de cette maison, à moi, Solange Travers, conformément à la clause 7 de l'acte de donation daté du 18 mars 2022. Quelle clause 7? Élodie a feuilleté frénétiquement les papiers. De quoi tu parles? Quand j'ai donné la maison à Olivier, ai-je expliqué, toujours calme, j'ai inclus une clause spéciale dans l'acte. Elle prévoyait que dans certaines circonstances, je pouvais reprendre possession de la propriété. L'une de ces circonstances était une demande d'expulsion. Élodie m'a dévisagé, et la compréhension est progressivement apparue dans ses yeux. C'est toi qui? Tu as planifié tout ça? Sa voix tremblait. Depuis le début. Non, j'ai secoué la tête. J'avais inclus cette clause comme une assurance, en espérant qu'elle ne serait jamais nécessaire. J'avais confiance qu'Olivier ne me mettrait jamais à la porte. Olivier ne t'a jamais mise à la porte, s'est exclamée Élodie. C'est moi. C'est moi qui t'ai mise à la porte. Et tu t'en es servi contre nous. Contre toi, ai-je corrigé gentiment. Olivier n'est plus là. Eh oui, j'ai utilisé mon droit légal pour me protéger d'être expulsée de ma propre maison. Élodie a jeté les papiers sur la table et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal traqué. C'est impossible. Mon avocat trouvera quelque chose. De telles manigances ne peuvent pas être légales. Tout à fait légales, j'ai pris une autre gorgée de thé. Les documents sont juridiquement corrects et déjà enregistrés. La maison m'appartient à nouveau. Elle s'est arrêtée et m'a regardé avec une colère non dissimulée. Tu ne peux pas faire ça. Pas à moi. Pas maintenant qu'Olivier est parti. Pourquoi pas, ai-je demandé, et ma voix s'est raffermie. Parce que ça contrarie tes plans. Parce que tu t'étais déjà imaginé dans une nouvelle maison à Bellerive. Parce que tu as promis à ma fille de la débarrasser de la vieille mère pénible. Tu écoutais nos conversations, Élodie a serré les poings. Pas besoin d'écouter aux portes ce qui se dit ouvertement, ai-je répondu. Toi et Carole n'avez pas été particulièrement discrètes sur vos plans pour moi. Élodie s'est affalée sur le canapé, les épaules basses. Et maintenant, a-t-elle demandé après une longue pause. Tu vas nous jeter, Céline et moi, à la rue? Te venger parce que je voulais une vie meilleure pour toi dans une maison de retraite? Une vie meilleure, je n'ai pas pu retenir un rire amer. Tu n'as jamais pensé à ce qui était le mieux pour moi, Élodie. Seulement à ce qui était le plus pratique pour toi. Ce n'est pas vrai, elle a relevé la tête. J'ai toujours pris soin de toi, en te laissant vivre ici, dans notre maison. Ma maison, ai-je corrigé doucement. La maison que tu as donnée à Olivier, a haussé la voix Élodie. Volontairement. Et maintenant qu'il est parti, tu as décidé de tout reprendre, nous laissant, Céline et moi, sans rien. Quelle sorte de mère es-tu après ça? Quelle sorte de grand-mère? Ces mots étaient calculés pour blesser, et ils ont atteint leur cible. J'ai ressenti une pointe de doute. Peut-être que j'étais égoïste. Mais je me suis souvenu de toutes les humiliations des dernières années, de toutes les petites et grandes cruautés d'Élodie, et mes doutes se sont dissipés. Je ne vous laisse pas sans rien, ai-je dit fermement. Tu as un bon travail, des économies. Tu peux trouver un nouvel endroit où vivre. Et je te donne 2 semaines pour le faire. Beaucoup plus de temps que tu ne m'en as donné. 2 semaines, a ri Élodie. Mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire.
Tu penses vraiment que je peux trouver un logement convenable en 2 semaines, au milieu de l'année scolaire de Céline? Tu es une experte immobilière professionnelle, lui ai-je rappelé. Si quelqu'un peut trouver un logement rapidement, c'est bien toi. Élodie s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, me tournant le dos. Ses épaules étaient tendues, ses bras croisés sur sa poitrine. Toutes ces années, a-t-elle dit doucement, presque dans un murmure. Je t'ai supporté uniquement pour Olivier. Il était si inquiet pour toi après la mort de ton mari. Maman ne peut pas s'en sortir seule. Maman a besoin de sa famille autour d'elle. Et je savais que tu serais un obstacle. Elle s'est tournée vers moi, et je pouvais voir la haine dans ses yeux. Tu te mêlais de tout. De l'éducation de Céline, de ma relation avec Olivier, même de la façon dont je disposais les meubles. Avec tes vues dépassées, avec tes réminiscences sans fin du bon vieux temps. Je me sentais comme une invitée dans ma propre maison. Ça a toujours été ma maison, ai-je dit doucement. Je l'ai construite avec Étienne. Mes enfants y ont grandi. Chaque coin recèle des souvenirs. Des souvenirs, s'est exclamée Élodie. Toujours ces maudits souvenirs. Tu sais ce qu'Olivier m'a dit quand j'ai suggéré de rénover la cuisine? Maman est tellement habituée à cette disposition. Quand j'ai voulu réarranger les meubles du salon. Le fauteuil de papa a toujours été près de la fenêtre. Quand j'ai suggéré de vendre la maison et d'acheter quelque chose de plus neuf. C'est ici que se trouve l'âme de notre famille. Elle a frappé du poing sur le rebord de la fenêtre. Toujours toi et tes précieuses traditions. Même quand tu n'étais pas là, tu contrôlais nos vies par la culpabilité d'Olivier. Je suis restée stupéfaite par sa rage. Jamais auparavant Élodie n'avait parlé si ouvertement. Toutes ces années, elle avait caché ses vrais sentiments derrière un masque de condescendance polie. Et ce n'est que maintenant, quand le masque est tombé, que j'ai vu la profondeur de son ressentiment. Je ne savais pas qu'Olivier se sentait coupable, ai-je dit après une pause. Je n'ai jamais voulu ça. Mais tu en as profité, a souri amèrement Élodie. Oh, avec quelle habileté tu as joué le rôle de la veuve désemparée. Olivier, mon chéri, je ne comprends pas comment fonctionne cette nouvelle cuisinière. Olivier, mon chou, pourrais-tu m'emmener chez le médecin? Et il ne pouvait jamais dire non à sa précieuse maman. Ces paroles m'ont blessée, en partie parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais vraiment compté sur Olivier plus que je n'aurais dû, me laissant devenir dépendante, effrayée d'être seule après la mort d'Étienne. J'aimais mon fils, ai-je dit doucement. Et il m'aimait. Bien sûr qu'il t'aimait, a haussé les épaules Élodie. Mais sais-tu la différence entre nous, Solange? Moi, j'aimais assez Olivier pour le laisser vivre sa vie. Et toi, tu l'aimais assez pour l'attacher à toi pour toujours. Ce n'est pas juste, ai-je dit, les larmes montant à mes yeux. Juste, m'a-t-elle coupé. Et tu sais quoi? J'ai prié. Oui, j'ai prié. Pour que tu partes. Que tu trouves un ami et que tu emménages avec lui. Que tu décides de retourner dans ta ville natale. N'importe quoi pour te sortir de nos vies. Elle a fait une pause, sa voix plus basse, mais non moins venimeuse. Et quand Olivier est mort, j'ai ressenti du chagrin, mais aussi du soulagement. Parce que je pouvais enfin me débarrasser de toi sans ces éternelles objections. Je l'ai regardé, choquée par la cruauté de ses mots. Élodie parlait de la mort de mon fils, son mari, comme d'une occasion de se débarrasser de moi. Tu es une personne horrible, ai-je murmuré, sentant une larme couler sur ma joue. Peut-être, a-t-elle haussé les épaules. Mais je suis une personne honnête. Je n'ai jamais prétendu aimer t'avoir dans ma maison. Je t'ai supporté pour Olivier. Et maintenant qu'il est parti. Maintenant tu veux me jeter dehors, ai-je terminé pour elle. Vendre la maison que j'ai construite et oublier que j'ai jamais existé. Oui, a répondu simplement Élodie. C'est exactement ça. Parce que tu n'es rien pour moi, Solange. Juste une vieille femme avec qui la seule chose que j'avais en commun était mon mari. Et maintenant, ce lien a disparu. Je me suis levée lentement de mon fauteuil, sentant non pas de la colère, mais un étrange calme grandir en moi. C'était comme si la franchise d'Élodie, aussi cruelle soit-elle, avait finalement brisé la fausse construction dans laquelle nous avions toutes deux existé ces dernières années. Tu as raison, ai-je dit. Il n'y a aucun lien entre nous. Il n'y en a jamais eu, à part mon fils. Mais cette maison est mon lien avec le passé, avec la vie que j'ai construite avec Étienne, avec les souvenirs des enfants qui ont grandi ici. Et je ne te laisserai pas me l'enlever.
Je me suis approchée de la table et j'ai rassemblé mes papiers en une pile bien nette. Tu as 2 semaines, Élodie. Jusqu'au 15. Après cela, j'attends que toi et Céline ayez quitté la maison. Et si je refuse? Elle a relevé le menton avec défi. Si je te poursuis en justice? Si je dis à tout le monde quelle vieille femme sans cœur tu es, mettant ta propre petite fille à la rue après la mort de son père? Alors tu perdras au tribunal, ai-je répondu calmement. Parce que la loi est de mon côté. Et quant à l'opinion publique, j'ai haussé les épaules. Je me fiche de ce que pensent les gens qui ne connaissent pas la vérité. Élodie m'a regardé longuement, comme si elle me voyait pour la première fois. Tu as changé, a-t-elle dit enfin. Avant, tu aurais cédé. Pleuré, supplié. J'étais une autre personne, ai-je convenu. Effrayée, dépendante, prête à endurer l'humiliation pour un toit au-dessus de ma tête. Mais plus maintenant. Je me suis dirigée vers la porte, mais je me suis arrêtée sur le seuil. Une dernière chose, Élodie. Je ne mets pas Céline à la porte. Elle peut rester vivre avec moi si elle le souhaite. Après tout, je suis sa grand-mère, et cette maison fait aussi partie de son héritage. Le visage d'Élodie s'est contracté de rage. Jamais, a-t-elle dit entre ses dents. Ma fille ne restera jamais avec toi. Je préférerais vivre dans ma voiture plutôt que de te laisser m'enlever Céline après que tu m'aies pris la maison. Je n'enlève personne, j'ai secoué la tête. Je propose juste un choix. Et je n'ai pas pris la maison. J'ai repris ce qui m'appartenait de droit. Je suis sortie du salon, laissant Élodie debout au milieu de la pièce, entourée par les fantômes du passé et les décombres de ses projets d'avenir. En montant les escaliers vers ma chambre, je me sentais étrangement légère. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais agi non par peur, non par désir de plaire, mais par une conviction profonde d'avoir raison. C'était comme rentrer à la maison après une longue absence, retourner à mon vrai moi. Je suis entrée dans la chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai pris une profonde inspiration. La confrontation avec Élodie m'avait épuisée émotionnellement, mais je ne regrettais rien de ce que j'avais dit. Pendant trop longtemps, je m'étais laissée devenir invisible. Pendant trop longtemps, je m'étais adaptée aux attentes des autres. Des bruits venaient d'en bas. Élodie faisait les 100 pas dans le salon, déplaçant quelque chose, probablement en ramassant les papiers jetés de colère. Puis la porte d'entrée a claqué et le silence s'est fait. Je me suis approchée de la fenêtre. Élodie se tenait près de sa voiture, la main pressée contre son front comme si elle avait mal à la tête. Puis elle a sorti son téléphone portable et a commencé à appeler quelqu'un, gesticulant vigoureusement de la main libre. Je pouvais deviner qui. Très probablement Carole, lui annonçant la mauvaise nouvelle de l'échec de ses plans pour le hameau doré. Eh bien, laissons-la appeler. Laissons-la se plaindre. Laissons-la me traiter de vieille femme cruelle. De mère égoïste et ingrate. Je connaissais la vérité. Je défendais non seulement ma maison, mais ma dignité, mon droit à l'autodétermination. Élodie a terminé la conversation, a jeté le téléphone sur le siège passager et est partie en trombe. Probablement pour voir Carole en personne afin de discuter de la situation. Je suis retournée au lit et j'ai sorti la photo d'Étienne de sous l'oreiller, la même qu'Élodie avait retirée du mur du couloir, la jugeant trop démodée. Mon mari souriait sur la photo, les rides autour de ses yeux, le gris sur ses tempes, le regard d'amour et de compréhension. « Tu aurais été fière de moi aujourd'hui » ai-je murmuré en passant mon doigt sur son visage. Je m'étais enfin défendue. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais sûre de faire ce qu'il fallait. J'avais donné 2 semaines à Élodie pour trouver un nouveau logement, plus qu'assez de temps pour quelqu'un avec ses ressources et ses relations. Je ne la mettais pas, elle et Céline, à la rue, je ne me vengeais pas pour des années de négligence. Je reprenais simplement ce qui m'avait toujours appartenu, ma maison et ma vie. Astérisque astérisque astérisque, elles sont parties le dernier jour possible, le matin du 15. 2 semaines se sont écoulées dans un silence tendu. Élodie ne communiquait avec moi que par de courtes notes. Le plombier vient à 10 heures. Céline passe la nuit chez une amie. Ne touche pas au carton dans le couloir. Céline m'évitait, ayant manifestement entendu la version des faits de sa mère. Je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Certaines blessures mettent du temps à guérir. Debout à la fenêtre de la chambre, je regardais les déménageurs sortir les derniers cartons et meubles de la chambre de Céline. Élodie s'affairait, vérifiant des listes et donnant des instructions. Céline était assise sur le siège passager de la voiture, absorbée par son téléphone, se coupant de ce qui se passait. Quand le dernier carton a été chargé, Élodie a jeté un dernier regard à la maison.
Un long regard évaluateur, celui d'une personne qui dit mentalement adieu à quelque chose de précieux. Puis elle a pris le volant et la voiture a démarré, les emmenant vers leur nouvelle vie dans un appartement loué de l'autre côté de la ville. Je ne suis pas sortie pour leur dire au revoir. Élodie et moi nous étions tout dit ce jour-là, 2 semaines plus tôt. Et j'avais dit au revoir à Céline la nuit dernière. Une conversation brève et maladroite où je lui avais promis qu'elle pourrait toujours revenir si elle le voulait. Et elle avait hoché la tête sans lever les yeux. Quand leur voiture a disparu au coin de la rue, je suis descendue et j'ai fait le tour de la maison. Ce que j'ai vu n'était pas une surprise, mais c'était tout de même saisissant dans sa méchanceté mesquine. Élodie n'avait pas simplement déménagé. Elle avait laissé derrière elle le chaos, comme un dernier acte de vengeance. Rideaux arrachés d'étringles, étagères et placards de cuisine démontés et jetés par terre. Tiroirs de commode sortis. Le matelas dans la chambre d'Olivier, et Élodie lacérée. Des clous enfoncés dans les murs où se trouvaient autrefois des tableaux. De la peinture renversée sur la moquette du salon. Je me suis lentement assise sur la marche inférieure de l'escalier, sentant la fatigue m'envahir. Il y avait tant de travail à faire pour que la maison redevienne habitable. Mes 68 ans m'ont soudain semblé un fardeau impossible. Mais j'ai levé les yeux et j'ai vu la lumière du soleil entrer par la fenêtre du couloir. Elle tombait obliquement sur le sol, soulignant la poussière dans l'air. C'était la même lumière qui avait inondé ce couloir quand Étienne et moi étions entrés pour la première fois dans la maison nouvellement construite. C'est un bon présage, avait-il dit. Alors je me suis levée, j'ai redressé les épaules et je me suis dirigée vers la cuisine pour chercher un chiffon, un balai et un sac poubelle. Il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement. J'ai passé 3 jours à remettre la maison en ordre. J'ai frotté les sols, nettoyé les taches sur la moquette, remis les étagères dans les placards, accroché de nouveaux rideaux pour remplacer ceux qui avaient été arrachés, commandé un nouveau matelas pour la chambre, rebouché les trous de clous. Le 4e jour, Aura est arrivée pour aider aux finitions. Elle est entrée dans la maison avec une bouteille de vin dans une main et une boîte à outils dans l'autre. Alors, on fête vraiment le retour à la maison, a-t-elle souri en regardant le résultat de mon travail. Ce n'est pas encore fini, j'ai montré le mur du salon où Élodie avait enlevé et cassé un grand miroir avant de partir. Je dois le remplacer. Ça peut attendre, Zora a posé la boîte à outils et s'est dirigée vers la cuisine. Maintenant, on ouvre le vin et on porte un toast à ta victoire. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine avec des verres de vin rouge bon marché. À Solange Travers, Zora a levé son verre, qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai souri, gêné, mais j'ai trinqué avec mon ami. Je ne sais pas si c'est une victoire. Céline m'évite maintenant. Élodie raconte probablement à tout le monde quelle terrible belle-mère je suis. Et alors, a haussé les épaules Zora. Tu as fait ce que tu devais faire. Protéger toi-même, ta maison, ton avenir. C'est la bonne chose à faire, Solange. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes. J'ai hoché la tête, me sentant réchauffée de l'intérieur. Pas par le vin, mais par les paroles d'encouragement. Je m'étais habituée à douter de chaque décision que je prenais, de chaque souhait que je formulais. J'étais habituée à me considérer comme un fardeau, un poids dont les besoins étaient secondaires. Ça faisait du bien d'entendre que quelqu'un pensait que mes actions étaient justifiées. Le lendemain, je suis montée au grenier et j'ai sorti les boîtes d'affaires d'Olivier qu'Élodie y avait mises juste après les funérailles. Lettres, albums photos, récompenses scolaires, médailles sportives, les traces d'une vie vécue avec passion, mais écourtée trop tôt. J'ai passé en revue les vêtements de mon fils, inhalant l'odeur encore persistante de son eau de Cologne, les chemises à carreaux qu'il portait au travail, les t-shirts avec les logos des groupes de musique qu'il aimait dans sa jeunesse, le pull que je lui avais tricoté pour son 30e anniversaire. À un moment donné, je me suis rendu compte que je pleurais, non pas avec le désespoir des premiers jours après sa mort, mais avec une tristesse calme et légère. Olivier était parti, mais son souvenir restait. Dans ses objets, dans les murs de la maison, dans mon cœur. Parmi les vêtements, j'ai choisi quelques pièces qui étaient particulièrement associées à différentes périodes de sa vie. Un t-shirt d'enfant avec le dessin d'un astronaute. Olivier avait été passionné par l'espace jusqu'à ses 12 ans. La chemise qu'il portait à son premier rendez-vous, le pull qu'il mettait à Noël, la cravate de son mariage. Je les ai coupés en carénettes de différentes tailles et je les ai étalés sur le sol du salon, essayant de trouver un motif qui capturait l'essence d'Olivier, sa douceur, sa fiabilité, son amour des plaisirs simples. La courte pointe a mis 2 semaines à être achevée. Je cousais tous les jours, mettant des souvenirs et de l'amour dans chaque point.
Ce n'était pas seulement une façon de garder le souvenir de mon fils vivant. C'était une sorte de thérapie pour m'aider à accepter son départ. J'ai accroché la courte pointe terminée sur le mur de mon salon, une explosion de couleurs avec un motif de route et de chemin qui s'entrecroisent, symbolisant le parcours de vie d'Olivier. Au centre, un morceau de sa cravate de mariage, entouré de fragments de vêtements d'enfant. Sur les bords, des pièces de sa garde-robe d'adulte, chacune avec sa propre histoire. Le jour où j'ai fini la courte pointe, Carole a appelé. Maman. Sa voix semblait inhabituellement incertaine. J'ai entendu dire qu'Élodie et Céline ont déménagé. Oui, il y a une semaine, ai-je répondu, me préparant à une réprimande. Et c'est vrai que tu. Elle a fait une pause, cherchant ses mots. Que tu as récupéré ta maison grâce à une astuce juridique. Pas une astuce, l'ai-je corrigé. Un droit légal inscrit dans l'acte de donation. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé. Carole, ai-je appelé. C'est juste que. A-t-elle soupiré. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, maman. J'ai toujours pensé que tu étais, tu sais, trop douce, incapable de te défendre. Ai-je terminé pour elle. Quelque chose comme ça, a admis Carole. C'est tellement différent de toi. Peut-être que tu ne me connaissais pas vraiment, ai-je dit sans reproche, constatant simplement le fait. Il y a eu une autre pause. Noé et moi aimerions passer, a-t-elle dit finalement. Pour voir comment tu t'installes. Peut-être ce week-end. Bien sûr, ai-je accepté. Je serais ravie de vous voir. Quand nous avons terminé la conversation, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. D'une part, Carole ne me jugeait pas comme je m'y attendais. D'autre part, j'entendais quelque chose de nouveau dans sa voix. De la prudence, peut-être même du respect. C'était comme si elle réalisait soudain que sa mère n'était pas seulement une grand-mère pratique pour ses enfants, mais une personne avec ses propres droits et désirs. Carole et Noé sont arrivés le samedi, sans les enfants. Ils sont en stage sportif, a expliqué ma fille. Je leur ai fait visiter la maison, leur montrant les changements que j'avais déjà faits, de nouveaux rideaux dans le salon, des meubles réarrangés dans la cuisine, les parterres de fleurs de printemps que j'avais commencé à raviver dans le jardin. Ça a l'air différent, a dit Noé en regardant la courte pointe sur le mur. Plus personnel. C'est ma maison, ai-je répondu simplement. Elle doit me ressembler. Carole s'est assise sur le canapé, tripotant nerveusement le bracelet de sa montre. Tu as vraiment l'intention de vivre ici seule, a-t-elle finalement demandé. À ton âge, ce n'est peut-être pas prudent. À mon âge, j'ai haussé un sourcil. Carole, j'ai 68 ans, pas 98. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Mais si tu tombes ou si tu tombes malade la nuit. La même chose que n'importe quel adulte. J'appelle une ambulance, ai-je répondu calmement. J'ai un téléphone et je sais m'en servir. Carole n'avait pas l'air convaincue. Peut-être qu'on pourrait engager une aide-soignante ou une dame de compagnie, quelqu'un pour passer te voir au moins une fois par jour. Non, j'ai secoué la tête. Je veux vivre seule, sans surveillance. Mais, maman. Carole, je l'ai interrompue doucement mais fermement. J'apprécie ton inquiétude, mais je ne suis pas sans défense. J'ai vécu dans cette maison pendant 30 ans. 28 d'entre eux à m'occuper de mon mari et de mes enfants. Je sais comment gérer un foyer. Elle s'est tue, clairement mécontente, mais ne voulant pas argumenter davantage. D'accord, a-t-elle dit enfin. Mais, et la solitude? Tu ne vas pas t'ennuyer? J'ai des amis, j'ai souri. Zora passe presque tous les jours. Je me suis inscrite au club de lecture de la bibliothèque. Je prévois de reprendre la chorale de l'église. Ça a l'air chargé. Carole avait l'air un peu stupéfaite. Comme si elle réalisait pour la première fois que je pouvais avoir une vie en dehors de mon rôle de grand-mère. En parlant de vie chargée, est intervenu Noé. Nous demandions si tu pourrais garder les enfants le week-end prochain. Nous avons un événement d'entreprise, très important pour la carrière de Carole. Ah, voilà. La vraie raison de la visite. Malheureusement, je ne peux pas, ai-je répondu. J'ai une réunion du club de lecture le samedi, et le dimanche, j'ai promis d'aider à l'église pour la kermesse de charité. Carole a cligné des yeux de surprise. Mais ce n'est qu'un club de lecture. Tu ne peux pas manquer une réunion. Je pourrais, ai-je convenu. Mais je n'en ai pas envie. C'est la première réunion et j'ai promis d'apporter des pâtisseries maison. Maman, a dit Carole,
Une note familière d'irritation dans la voix. C'est vraiment important pour ma carrière. Tu as juste besoin de surveiller les petits-enfants pendant une journée. Carole, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'aime tes enfants. Je suis heureuse de passer du temps avec eux quand c'est prévu à l'avance et que ça convient à tout le monde. Mais je n'abandonnerai plus mes plans à la dernière minute. Mais tu le faisais toujours. Je me sentais obligée, les jeux interrompus doucement. Je sentais que je devais compenser le fait que je vivais dans la maison d'Olivier. Tout ça a changé maintenant. Carole avait l'air de vouloir objecter, mais Noé a posé sa main sur son épaule. Ta mère a raison, chérie. On peut engager une babysitter pour une nuit. Mais les babysitter coûtent si cher, a grommelé Carole. Pas plus cher que mon propre temps, ai-je souligné. Carole m'a dévisagé, manifestement pas habituée à ce ton. Tu as changé, a-t-elle dit enfin, presque exactement ce qu'Élodie avait dit. Oui, ai-je convenu. J'ai changé. Et c'est une bonne chose. Après leur départ, je me sentais étrangement vide. Parler à Carole avait été difficile, mais nécessaire. Pendant trop longtemps, j'avais laissé les enfants me voir comme une source d'aide gratuite plutôt que comme une personne avec ses propres désirs et besoins. Le lendemain, Guy a appelé pour la première fois depuis les funérailles d'Olivier. « Salut, maman. » Sa voix semblait faussement joyeuse. « Comment ça va ? J'ai entendu dire que tu avais réussi à virer Élodie de la maison. » Je ne l'ai pas virée, l'ai-je corrigé. J'ai juste repris ce qui m'avait toujours appartenu. Ouais, bien sûr, a-t-il ri. Impressionnant, en tout cas. Je n'aurais jamais pensé que tu en aurais le courage. Ce commentaire m'a piqué, mais j'ai décidé de l'ignorer. Pourquoi tu appelles, Guy ? Ai-je demandé sans détour. Quoi ? Je ne peux pas simplement appeler ma mère ? A-t-il feint l'offense, mais je connaissais trop bien mon plus jeune fils. Bien sûr que tu peux. Mais tu appelles généralement quand tu as besoin de quelque chose. Pause à l'autre bout du fil. D'accord, tu m'as eu. Il a ri à nouveau, mais avec moins d'assurance. En fait, j'ai quelques petits problèmes financiers. Un client a tardé à payer, et je dois payer mes fournisseurs pour les plantes. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, connaissant d'avance la réponse. Seulement 3000 €. Sa voix est devenue mielleuse. Je te rembourserai le mois prochain, c'est promis. Et maintenant que tu as de nouveau une maison, je suis sûre que tu peux te le permettre. Peut-être même faire une hypothèque dessus ou quelque chose comme ça. J'ai fermé les yeux, sentant la frustration monter en moi. Guy n'avait jamais changé. Toujours à la recherche de la solution de facilité. Toujours à attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Non, Guy, ai-je dit fermement. Je ne te donnerai pas l'argent. Quoi ? Il semblait sincèrement choqué. Mais maman, ce n'est qu'un petit prêt. Je te rembourserai. Je le jure. Comment as-tu remboursé les prêts précédents ? Ai-je demandé. Les 2000 € pour le nouvel équipement, les 1500 € pour le loyer du bureau, les 1000 € pour les réparations de la voiture. Tu tiens les comptes ? Je pouvais entendre l'irritation dans sa voix. Oui, Guy, ai-je répondu calmement. Maintenant, je les tiens. Et je ne financerai plus ton irresponsabilité. C'est comme ça que ça va être maintenant, a-t-il presque crié. Maintenant que tu as une maison, tu es soudainement trop bien pour aider ton propre fils. Je t'ai aidé toute ta vie, ai-je dit doucement. Il est peut-être temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. 4. https://www.google.com/url. Ça égale e commercial q égale http %3 %2 f %2 fgrunding API. Redirect %2 fosix genbrick 9 qfnvp mazis 2 of pnpex p5 igfn 65 w pugdes de cax fc 3 psits qfiop kangoid znb 8 adqh 8 9 evf okibrock pips 3 ik7 ok 6 6 vixtor 15 7 w10 jvqsk 9 j7 35 ldc 9 ito 5 1 z8 z9 xga %3d %3d 5 https://www.google.com/url. Ça égale e commercial q égale http %3 %2 f %2 fertexesarch.cloud.google.com %2 fgrunding API redirect %2 fosict fix ficis pt de simnix quap 5 p0 zw7 machxeken. Chukoals J8 Rinx XVM 5 IB1 TZPD8 Jodel C6 Noac Pas 6 WT Bop 98 BMV 9X0-6 Abacre 9 GH4X9 ZSW4 QGZ8 BGX7G7 COC8 MT4 TB7 QL9 R7. Très bien, a-t-il sifflé. Très bien.
Je n'ai pas besoin de ton argent. Je me débrouillerai tout seul. Il a raccroché et j'ai soupiré. C'était douloureux, mais nécessaire. Guy ne grandirait jamais si je continuais à cautionner son irresponsabilité. J'ai consacré les semaines suivantes à moi-même et à ma maison. J'ai redonné vie au parterre de fleurs dans le jardin, j'ai arrangé les meubles comme je le voulais, j'ai accroché les tableaux qui prenaient la poussière à la cave depuis des années. Chaque jour, je faisais quelque chose qui reflétait mes goûts et mes préférences, sans tenir compte de l'opinion des autres. Zora passait souvent, aidant aux réparations, apportant des nouvelles des archives. Parfois, nous nous asseyions simplement dans le jardin avec une tasse de thé, nous remémorant notre jeunesse et faisant des projets d'avenir. Tu te souviens de Donna Reynolds du Bureau des impôts, a demandé Aura un jour. Elle a pris sa retraite l'année dernière et organise maintenant des voyages touristiques pour l'âge d'argent, comme elle l'appelle. Le mois prochain, un groupe part à Savannah pour une semaine. On pourrait peut-être se joindre à eux. Un voyage? Je me suis étonnée. Je n'avais pas voyagé depuis mon voyage de noces avec Étienne. Raison de plus pour essayer, a cligné de l'œil Zora. Nouveaux endroits, nouvelles personnes. Ça fait partie de ta nouvelle vie, non? J'ai accepté, ressentant un mélange de peur et d'excitation. Voyager sans mari, sans enfant, juste moi et mes décisions. C'était effrayant et cela me semblait juste en même temps. Progressivement, mon cercle social s'est élargi. Au club de lecture, j'ai rencontré Hélène, une enseignante à la retraite avec un esprit vif et un sens de l'humour caustique. À la chorale de l'église, je me suis liée d'amitié avec Marthe et Viola, des sœurs jumelles qui faisaient les meilleurs biscuits du quartier. Judith Hamon, la notaire qui m'avait aidée avec mes papiers, m'a invitée à jouer au bridge. Pour la première fois depuis des années, je me sentais non seulement la mère ou la grand-mère de quelqu'un, mais une personne indépendante avec ses propres intérêts et relations. Carole a appelé un mois après notre conversation. « Comment vas-tu, maman ?» Sa voix semblait inhabituellement douce. « Je vais bien », ai-je répondu. Je reviens juste de la répétition de la chorale. La chorale, elle avait l'air surprise. Tu chantas. Nouveau. Oui, j'ai souri. Il s'avère que je n'ai pas tout à fait perdu la voix. J'avais oublié que tu chantais, a dit Carole, pensive. Je me souviens seulement que tu nous chantais des berceuses. J'avais beaucoup de passe-temps avant de devenir mère, ai-je dit. Et maintenant, j'y retourne. Pause. Écoute, maman, a commencé Carole avec hésitation. Je voulais m'excuser pour notre dernière conversation. J'ai été exigeante. Oui, ai-je convenu. Tu l'as été. Je suis juste habituée à ce que tu sois toujours disponible, toujours prête à aider. C'est difficile de s'adapter. Je comprends, ai-je dit. Mais j'espère que nous pourrons construire une nouvelle relation, plus équilibrée. J'aimerais beaucoup, a-t-elle dit avec sincérité dans la voix. Tu manques aux enfants. Peut-être qu'on pourrait venir dîner ce vendredi soir. Si tu n'es pas occupé? Bien sûr. Vendredi, j'ai le club de lecture, ai-je répondu. Mais samedi est libre. Venez dîner. D'accord. Carole semblait accepter mes conditions sans ressentiment. On se voit samedi. Je n'avais pas eu de nouvelles de Guy depuis cette conversation abrupte, mais par Carole, j'ai appris qu'il avait pris un emploi à temps partiel comme barman pour joindre les deux bouts. C'était la première fois, de mémoire, qu'il résolvait des problèmes financiers sans demander l'aide de sa famille. À la fin du 2e mois de ma nouvelle vie, j'ai décidé d'organiser un petit dîner pour mes amis, nouvelles et retrouvées. Zora, Hélène, Marthe et Viola, Judith. Des femmes qui m'avaient soutenue dans les moments difficiles ou qui étaient devenues partie intégrante de ma nouvelle vie. J'ai préparé un festin. Rien d'extraordinaire, juste des plats que j'aimais faire quand j'étais jeune, avant que les préférences culinaires d'Élodie ne commencent à dominer notre cuisine. Gratin de poulet aux champignons, salade de betterave rôtie, tarte aux pommes et à la cannelle. J'ai dressé la table dans le jardin, sous le vieux pommier qu'Étienne et moi avions planté la première année où nous avons vécu dans cette maison. La soirée était chaude, avec une légère brise transportant le parfum des hortensias en fleurs. Les invités sont arrivés à 18h, avec des bouteilles de vin et de petits cadeaux, des livres, des plantes d'intérieur, de la confiture maison. Zora a apporté une photographie encadrée d'elle et moi jeunes adultes, le jour où j'ai été promue chef de service adjointe aux archives. « Tu te souviens de ce jour ?» a-t-elle demandé alors que je regardais la photo. « Tu étais si confiante, si forte.
Tu te souviens de ce que tu as dit à Ferguson quand il a insinué que ce serait difficile pour toi d'équilibrer le travail et la parentalité? Je peux gérer les deux. Contrairement à vous, monsieur Ferguson, qui ne pouvait rien gérer du tout, ai-je cité, et tout le monde a ri. Cette Solange-là a toujours été en toi, Zora m'a serré la main. Juste un peu perdue pendant un temps. Nous avons dîné, échangeant des histoires et des projets. Hélène a parlé de ses voyages en Europe. Marthe et Viola ont partagé des recettes et des commérages de la communauté paroissiale. Judith a analysé les dernières ordonnances municipales avec une précision juridique. Au plus fort de la soirée, alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes roses et dorées, j'ai regardé autour de la table. Des femmes d'âge et d'horizons différents, unies par l'amitié et le respect mutuel. Mes amis. Ma nouvelle famille. J'ai levé mon verre. Au nouveau départ, ai-je dit. Et au fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour soi. À Solange, a ajouté Aura en levant son verre. À la maison. À la maison, avons-nous toutes répété en chœur, et le son de nos rires s'est mêlé au chant des grillons dans le crépuscule naissant. Pour la première fois depuis la mort d'Étienne, je ne me sentais plus seule. J'étais exactement là où je devais être. J'étais chez moi.